d'améliorer leur processus de sorte à identifier encore mieux leurs risques et évidemment à les maîtriser, ce qui est le cœur même de leurs activités. Mais demain, si j'ai effectivement ces lettres de suite et une composition administrative qui de toute façon aura été précédée par une notification de grief, donc de toute façon dont j'aurais dû évidemment porter à la connaissance de mon conseil d'administration, etc., et dont je ne serai pas garantie parce qu'elle sera plus ou moins détaillée, plus ou moins anonymisée et plus ou moins benchmarkée par rapport au montant de la sanction que j'aurais pu me voir prononcer par la commission des sanctions, je ne vois pas très bien quels pourraient être les cas dans lesquels nous, les praticiens, recommanderons à nos clients d'aller signer une composition administrative. Alors on est au cœur d'une notion qui est chère à cette maison, celle de la régulation. Ça tombe bien, c'est dans l'intitulé de la loi dont nous discutons ce matin. Est-ce que effectivement le régulateur a vocation à se transformer en répresseur ou doit-il se contenter de faire en sorte que les choses s'améliorent et que ça soit régulé, pas auto-régulé, mais voilà, d'inciter. On touche également du doigt une autre différence. C'est dommage que Brigitte Guirec soit partie, mais quand vous l'avez tout entendu, d'emblée, elle a comparé le système avec le grand frère américain. C'est le grand modèle. Il faut quand même rappeler une dimension essentielle de cette comparaison, c'est que la SEC transige devant un juge civil. Et que peut-être que l'une des raisons du succès de cette procédure américaine de transaction, c'est que les sommes que verse la personne qui accepte de transiger, elles ne vont pas dans la poche de la SEC ou dans le trésor public, comme ce qui est prévu pour la composition administrative. Elles vont abonder un fonds d'indemnisation des victimes. Donc, les victimes civiles trouveront, par la transaction américaine, le moyen, d'ores et déjà, d'être indemnisées et d'obtenir une fraction de ce chèque. Il faudrait juste apporter une toute nuance. Les fonds ne vont pas dans la poche de l'AMF quand nous sanctionnons. Et ce qui est d'ailleurs peu souvent identifié, ils vont soit au Trésor, soit lorsqu'il y a un fonds professionnel, au fonds professionnel. Oui, par exemple, lorsque nous sanctionnons une banque... Pour la sanction, mais pas pour la transaction. La transaction, la loi prévoit que c'est le Trésor public. Mais ce n'est pas l'AMF. Voilà. On ne garde pas l'argent. On a déjà un petit peu défloré le sujet de la sanction, mais allons-y franchement. Oui. Non, je voulais juste revenir en arrière, puisque tu te demandais si la répression, ça faisait partie de la régulation. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. La régulation suppose toute une panoplie d'interventions. Alors, il y a une soft régulation, si on veut, et puis aussi une régulation plus dure. Donc, le régulateur, il est là pour indiquer aux professionnels le bon comportement à adopter. Et puis, si certaines limites sont franchies, il faut bien aussi qu'ils sanctionnent. On peut rappeler deux principes, me semble-t-il, simples. Quand on sanctionne une faute, et la loi d'ailleurs nous le dit, puisque ce sont des sanctions parapénales au sens de l'article 6, c'est à raison uniquement de la gravité de la faute commise et éventuellement des profits obtenus. Nulle part, en matière de sanctions, on ne prend le préjudice en considération. Et donc on a le système soit de la réparation, responsabilité civile, faute, préjudice, lien. Et vous demandez la réparation de votre préjudice. Et là, en droit français, même si la faute est infime, vous aurez droit à la réparation de votre entier préjudice, mais que de votre préjudice. Et effectivement, on est, nous, dans un système de sanctions. On ne cherche pas à réparer des préjudices. Et la sanction doit être dissuasive, ce qui explique pourquoi, si on a la certitude qu'il y a un profit qui a été obtenu, on a le droit, je dirais même le devoir, de prononcer, mais c'est bien difficile de savoir souvent quel est le profit, qui, quoi, comment, de prononcer un multiple du profit, puisque dans ce cas-là, il faut être dissuasif. Je dirais d'un mot
que l'efficacité d'un système de régulation qui vise donc à sanctionner, la seule chose que nous n'avons pas le droit de faire, c'est de mettre en prison. Pour le reste, donc nous prononçons des amendes, et où, vous l'avez vu, vis-à-vis des professionnels régulés, des sanctions administratives, c'est de savoir que non seulement vous avez la probabilité d'une sanction, car ça c'est le premier élément, mais le plus important, et celui qui est le plus en danger actuellement, c'est la probabilité de détection de la faute. Et là, je voudrais dire que d'emblée, et c'est l'idée que je voudrais développer très rapidement devant vous, on ne peut être que impressionné par les pouvoirs accrus que le législateur vient d'accorder au régulateur en multipliant par 10 les plafonds. Très bien. Je suis même d'ailleurs personnellement responsable, il y a 3 ans, pour avoir dit au président de l'AMF, c'est très bien de vouloir augmenter les sanctions, est-ce qu'on pourrait arrêter de les diminuer? Alors il me regarde, il me dit comment? Et je lui dis, moi j'ai appris par hasard, en lisant un arrêt du Conseil d'État, que lorsqu'on sanctionne une société anonyme, eh bien l'amende administrative est considérée comme une charge déductible de ses impôts. C'est-à-dire que quand nous prononçons une sanction de 100, eh bien il y en a déjà 30 qui repartent. Et pour qu'il en soit autrement, il faut que le législateur le dise. Il l'a dit effectivement pour l'autorité de la concurrence, il ne l'a dit pour aucune autre autorité administrative. Donc vous avez, je suis donc personnellement responsable dans la loi de finances, d'un amendement qui supprime ce droit. Parce que je me souviens, c'était une affaire Vivendi, tout de même, d'entendre dire que les honoraires d'avocat, je suis sûr que ça ne sera pas vous, sont supérieurs à l'amende que nous avons prononcée, on se dit, est-on dissuasif? Quand vous savez qu'il n'y a qu'un cas sur 1000 qui est détecté, vous vous dites, alors on n'est pas dissuasif, on est incitatif. Car si je fais un petit calcul, moi, je dirais, si j'ai un risque de 1 sur 1000 et que quand je suis pris, on me demande de restituer ce que j'ai pris, évidemment, je suis incité à poursuivre. Donc comment être dissuasif? Comment être dissuasif? Quand vous savez qu'en plus, je me suis posé la question, mais au fond, a-t-on souvent atteint le plafond? Alors au début, c'était 1 million. Ensuite, c'est passé depuis, pour les manquements faits à partir du 4 août 2008 à 10, et maintenant c'est 100. C'est très bien, mais je peux vous assurer que je crois qu'il y a eu une fois où on a atteint le plafond. C'était pour un particulier parce qu'il avait eu la bêtise de laisser son argent sur un compte qu'il n'avait même pas touché. On a pu le saisir. Dans les autres cas, c'est très rare. Je n'ai pas connaissance, on pourrait faire des statistiques, que nous ayons sanctionné gravement et atteint le plafond. J'ajoute que la Cour d'appel, quand elle repasse par derrière, en règle générale, nous diminue le montant. Et il faut savoir, et ça sera un avantage du recours, on n'a pas parlé du recours, mais il faut savoir que nos décisions de sanction font l'objet d'un recours. On y vient, Marielle, allez-y. Hein, pas d'un appel. Donc, et c'est très différent. Parce que quand une personne fait un recours devant un tribunal administratif, on ne peut pas aggraver la sanction, on ne peut que la diminuer. Alors. Oui, parce que en fait, donc on est rentré dans le vif du sujet sur la procédure de sanction elle-même. On a le sentiment, et je laisse vos réactions, qu'il y a une certaine reprise en main par le collège, peut-être à la suite de l'affaire EADS, où le collège s'est trouvé un petit peu désavoué, en tout cas contredit par la commission des sanctions. Quand on fait la liste des innovations apportées par la loi de régulation bancaire financière, sur lequel Yann va revenir brièvement, on note peut-être pas une reprise en main, le terme est un peu fort, mais c'était volontairement provocateur, disons une manifestation de l'autorité de poursuite qu'incarne l'AMF, le collège de l'AMF. Bon, alors première innovation importante de cette loi, l'affirmation que la séance est publique. C'est très intéressant. En fait, par rapport au dispositif antérieur, il y a un virement à 180 degrés. Le petit problème, simplement, c'est qu'on a modifié la loi le décret par la loi, et on n'a pas abrogé aujourd'hui l'article R 621-40 du Code monétaire et financier